C'est le branle-bas et l'agitation en Tunisie pour les ressortissants subsahariens depuis que le président du pays a tenu des propos très virulents contre les migrants africains se trouvant sur le sol tunisien. Kais Saïed les a qualifiés de hordes de clandestins à la base de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Depuis, on assiste à une situation de chasse aux Africains noirs en Tunisie. Notre invité ce soir a eu la chance de passer entre les mailles du filet. Il a pu quitter la Tunisie pour retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire, depuis 48 heures. Ange Christopher Seri Soka, le président de l'Union des Ivoiriens de la Tunisie, UIT, décrit une situation très difficile dans ce pays maghrébin. Ange Christopher Seri Soka est le président de l'Union des Ivoiriens de la Tunisie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'ouvrir cet entretien, à vous qui avez eu la chance de regagner votre pays, malgré ces tumultes en Tunisie, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. Sans réserve ce soir, s'intéresse à la situation difficile des subsahariens en Tunisie. Une situation partie d'un discours du chef de l'État tunisien, Kais Saïed, sur l'arrivée de hordes de migrants clandestins dans son pays. Selon le premier responsable tunisien, les migrants subsahariens sans papier en Tunisie seraient à l'origine de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Une immigration qui relèverait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman, à en croire Kais Saïed. Une situation qui a entraîné des violences contre les subsahariens. Pour en parler ce soir, Sans réserve reçoit Ange Seri Soka, le président de l'Union des Ivoiriens de Tunisie, revenu au Bercail il y a quelques jours. Après un bac G2 en comptabilité, il débarque en Tunisie en 2013, où il allie études et petits boulots. La restauration, la coiffure sont des secteurs d'activité où il évolue. Retour sur les événements en Tunisie. Quelle est son expérience dans ce pays? Comment la communauté ivoirienne vit-elle cette situation? Son témoignage? Tels sont entre autres des sujets qui seront abordés dans ce numéro de Sans réserve avec Ange Seri Soka. Ange Seri Soka, oui. Comment s'est passé votre retour en Côte d'Ivoire? Vous êtes arrivé à Abidjan mardi seulement. Dans cette situation, j'ai envie de dire, ambiguë et tumultueuse en Tunisie en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes arrivé à Abidjan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire que je suis arrivé à Abidjan. D'abord, avant tout propos, j'aimerais dire merci. On aura le temps des remerciements. Voilà, donc, dans quel état d'esprit vous êtes arrivé à Abidjan? Dans un esprit vraiment très dur. Très dur, parce qu'aujourd'hui, les compatriotes au niveau de la Tunisie, les leaders, sont menacés de mort, sont menacés d'agression. Nous avons déjà le président de tous les pasteurs ivoiriens, M. Otete Pacom, qui a été arrêté après avoir fait une allocution, un discours devant l'ambassade. Après une rencontre avec l'ambassadeur, il a été arrêté. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'il est en prison en tant que leader. Et donc, nous avons été menacés. Et moi-même, personnellement, j'ai reçu des menaces. Donc, c'est issu de tout ça que j'ai décidé de quitter urgemment le pays. Menacé par qui? Par les Tunisiens lambda, par les citoyens, par la police, par des milices? Menacé par qui précisément? Menacé par des citoyens, parce que ce qui se passe en Tunisie, je vais vous dire que c'est une affaire qui a commencé avec un parti politique tunisien qui a lancé l'alerte en disant que le malheur de la Tunisie, c'est la faute aux étrangers. Aux étrangers. Donc, ils avaient des cyberactivistes, des personnes qui faisaient des vidéos qui expliquaient en arabe ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas vrai. Donc, ce parti-là, excité à la haine, disait au peuple tunisien que les Noirs veulent prendre notre pays, les Noirs se croient tunisiens. Donc, levons-nous et cherchons à chasser ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, la situation en Tunisie, ce n'est pas une situation... La police n'est pas un problème, c'est plutôt les citoyens lambda qui, aujourd'hui, qui ont décidé d'agresser nos compatriotes les nuits. Aujourd'hui, la peau noire est devenue, comment on appelle, un morceau de pain. Chaque matin, chacun enlève pour pouvoir faire le déjeuner. Vous dites que la police n'est pas le problème, mais la police aurait pu empêcher ces citoyens qui violentent les Noirs de le faire.
Oui. Donc la police, elle peut être complice. Oui, quand je dis que la police n'est pas aussi un problème, parce qu'avec la police, ils viennent, ils t'arrêtent, ils t'envoient en prison. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous avons presque 500 Ivoiriens subsahariens qui sont en prison. Avec la police, on nous arrête. Mais avec ces délinquants, ces individus dans les quartiers, ils peuvent t'agresser, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent prendre tous tes biens. Et c'est ce que nous avons constaté. Nous avons les listes de ces personnes qui sont aujourd'hui victimes de ça. C'est ce qui fait plus peur. Comment vous comprenez qu'un parti politique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un parti politique qui est à la base de cette violence qui a été à la limite légitimée par le président de la République au plus haut sommet de l'État quand il a pris la parole et demandé aux uns et aux autres de s'en prendre aux migrants, disons les choses comme ça. Est-ce que ce parti politique a l'influence nécessaire pour que toute la Tunisie, finalement, est-ce que, aussi c'est une autre question, est-ce que c'est toute la Tunisie qui réagit comme ça ? D'accord. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que... D'abord, premièrement, je voulais faire une précision. Dites-nous. Voilà, la précision, c'est que je voulais, devant ce plateau, dire d'abord quelque chose qui est très important. Je suis venu en Côte d'Ivoire en tant que président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Je suis aussi le vice-président de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme, donc je suis... De la FIDOP de la FIDOP. Je parle ici au nom de la FIDOP aussi, en tant que responsable, vice-président de la FIDOP. J'aimerais ici dire sur ce plateau que je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour mettre l'huile sur le feu, parce que des gens peuvent, par exemple, même les Tunisiens aussi, peuvent penser que je suis venu en Côte d'Ivoire pour exciter aussi la reine. Non, on est là pour comprendre la situation. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour dire merci d'abord aux autorités ivoiriennes à travers ces décisions qui ont été prises, même si ces décisions ne sont pas suffisantes. D'abord... Vous allez nous dire pourquoi elles ne sont pas suffisantes tout à l'heure. D'accord. Et deuxièmement, je suis venu pour dire encore, démontrer encore à l'État ivoirien les chiffres et toutes les preuves que nous avons par rapport à cette situation en Tunisie. Je reviens à ma question. D'accord. Vous, quand vous arrivez en Tunisie, vous allez nous dire en quelle année vous êtes arrivé en Tunisie et pourquoi vous y êtes allé particulièrement. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé, avant ces événements malheureux, est-ce que vous avez trouvé des Tunisiens qui étaient portés vers le racisme, disons les choses comme ça? Avant, les Tunisiens n'étaient pas aussi comme ça. Parce qu'il faut dire que le peuple tunisien, c'est un peuple qui ne sort pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup sortis. Donc, dans le début, nous n'avons pas eu de problème. Mais il faut dire que lorsque un pays constate qu'il y a un flux migratoire qui est important, il faut déjà se préparer. Il faut préparer le peuple à recevoir ce flux. Parce que lorsque vous vendez les billets d'avion, je vois la compagnie tunisienne qui fait presque 4 vols par semaine, et que vous vendez les billets d'avion, et que vos frontières sont contrôlées par des gardes républicains, et que ces personnes-là, vous laissez des subsahariens, des étrangers rentrer à travers les frontières par la voie terrestre, et qu'il y a un business, il faut déjà se préparer à beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme on appelle, les gens disent que les subsahariens sont devenus nombreux dans le pays, mais comment est-ce qu'ils rentrent? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le gouvernement tunisien n'a peut-être pas su contrôler l'immigration dans son pays. Bien sûr. Et cette légèreté-là, aujourd'hui, on veut la faire payer aux subsahariens. Aux subsahariens? C'est ce que vous dites? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que toutes ces personnes qui rentrent par le désert, comment est-ce qu'ils rentrent? Nous avons des témoignages. Ce sont ces personnes qui traitent avec des policiers qui sont à la frontière. Et comment est-ce qu'ils rentrent? Des billets d'avion qui sont vendus. Et les motifs de voyage qui se passent. Et ce sont les mêmes Tunisiens qui donnent ces motifs de voyage. Mais il faut s'attendre à un niveau de flux immigratoire. Il faut déjà se préparer. Et ce n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui, on doit dire non, les subsahariens sont devenus nombreux dans le pays. Pourtant, on savait qu'ils devaient être nombreux. Il y a un argument selon lequel les subsahariens nombreux en Tunisie, pour la plupart, ne sont pas en règle. Vous, en Tunisie, est-ce que vous aviez vos papiers? Est-ce que vous aviez une situation régulière? Vous savez, aujourd'hui, la situation en Tunisie n'est pas une situation de papier. Je peux vous montrer tout de suite ma carte de séjour tunisienne. Non, répondez-nous juste. Vous aviez votre carte, oui. J'ai la carte de séjour. Très bien. J'ai la carte de séjour. Je peux même faire sortir la carte de séjour aujourd'hui pour dire que avoir la carte de séjour en Tunisie aujourd'hui ne compte pas. Ça ne compte pas. Ce n'est pas une sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que le fait d'avoir la peau noire, tu es déjà ciblé. C'est de ça qu'il s'agit. La peau noire.
Donc, que tu aies la carte de séjour ou pas, tu as un problème. Vous voyez? Et c'est ce que nous disons toujours. Et si aujourd'hui, la peau noire doit être... On doit empêcher quelqu'un qui a la peau noire d'emprunter un véhicule commun. On doit empêcher quelqu'un qui a la peau noire de venir se faire recenser dans son ambassade. Pourtant, on lui demande de retourner. On doit empêcher quelqu'un qui a la peau noire d'aller à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chiffres des personnes, des femmes enceintes qui ont été refusées dans les hôpitaux. Parce qu'elles ont la peau noire, n'ont pas la carte de séjour. Aujourd'hui, en Tunisie, et quand tu as la peau noire et que tu n'as pas les papiers, on t'empêche d'avoir un logement. Pourtant, ce qu'on appelle la carte de séjour, tant que vous n'avez pas ce qu'on appelle le titre, le contrat de bail du propriétaire de la maison, on ne peut pas avoir la carte de séjour. Parce que quand tu fais la demande de la carte de séjour, il y a le contrat de bail qui compte. Quelqu'un qui n'a pas le contrat de bail, comment est-ce qu'il peut avoir la carte de séjour? Donc, qu'on ait la carte de séjour ou pas, tant qu'on est noir, on est de peau noire, on a des problèmes avec les Tunisiens. Avec les Tunisiens. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Très bien. Dans quel état d'esprit vous avez laissé tous les Ivoiriens, tous vos compatriotes et tous les autres subsahariens quand vous quittiez la Tunisie lundi ou mardi pour rentrer à Abidjan? Est-ce que c'était une sorte de chaos généralisé où il y a des mesures, il y a une certaine solidarité de la part de certains Tunisiens qui tendent à vous aider à retourner chez vous? Je dis merci aux organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie. Beaucoup d'organisations sont en train de nous aider. Et je dis encore merci à l'État ivoirien. Et je dis merci à l'ambassade de Côte d'Ivoire, son Excellence l'ambassadeur Sif Sabani, qui est en train de mettre en place toute son équipe pour pouvoir aider les Ivoiriens. Là, je rassure toute la communauté ivoirienne, nos frères et sœurs, que l'ambassade aujourd'hui est en train de faire des efforts à travers notre gouvernement. Il faut dire que je suis quitté en Tunisie urgemment parce qu'il fallait quelqu'un en Côte d'Ivoire pour pouvoir rencontrer des autorités pour leur donner les réalités de ce qui se passe. Les réalités pour préparer déjà le retour volontaire de ces personnes. C'est quoi ces réalités? Les réalités, c'est qu'ils viennent, ils sont en route. Beaucoup aujourd'hui, nous avons presque 200 Ivoiriens qui sont sans abri aujourd'hui en Tunisie. Nous avons une Ivoirienne qui a été violée, qui a été d'ailleurs refusée à l'hôpital Moji Silim parce qu'elle a la peau noire, elle a été violée, elle a emprunté un taxi et le taximètre a abusé d'elle. Et cette sœur-là est allée à l'hôpital Moji Silim, elle a été refusée. Ils lui ont refusé les traitements parce qu'elle a la peau noire. Et donc, tous ces détails-là, il fallait venir en Côte d'Ivoire, donner tous ces détails-là à nos autorités et leur dire merci. Et leur dire aussi que par rapport à ce retour volontaire, il faut vraiment mettre l'accent sur le nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux le communiqué du gouvernement que le gouvernement prend en charge 500 personnes pour dire que je salue déjà ce geste, mais c'est un geste qui est très, très, très insuffisant parce que nous avons déjà presque 1500 Ivoiriens qui sont en train de se faire enrôler et ils viennent. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que nous avons des compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont pas encore enregistrés. Quand vous dites à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Tunisie. À l'intérieur de la ville de l'intérieur du pays. Oui, Aspas, qui dorment aujourd'hui dans des champs d'olives. Donc le chaos s'est généralisé dans tout le pays. Dans tout le pays. Aujourd'hui, nous avons et en ce qui concerne les personnes sans dortoir, dans la ville d'Espace, ils sont très nombreux, dans la ville de Sousse. Et aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas venir dans la capitale où il se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas la carte de séjour. Donc, ils sont carrément interdits dans le transport commun. Nous avons des femmes qui ont des enfants. Nous avons aujourd'hui des prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui sont au centre de détention de Ouadia, à qui l'État tunisien demande de rentrer chez eux. Mais quelqu'un qui est dans une maison, qui n'a pas accès dehors pour pouvoir se faire enregistrer à l'ambassade, comment est-ce qu'il peut rentrer dans son pays? Pourtant, il n'a pas l'argent sur lui. Et on lui demande de payer le billet d'avion. Donc, je le dis encore, je ne suis pas venu pour mettre de l'huile sur le feu. On est bien d'accord. Mais je suis venu pour exposer vraiment cette situation à notre gouvernement et dire encore merci au président de la République d'avoir pris vraiment cette décision le plus vite possible. C'est une situation humanitaire très urgente que vous décrivez. Bien sûr. On a entendu le gouvernement, au terme du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, annoncer décaisser une somme d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour ramener justement les Ivoiriens au pays. Le chiffre qui a couru, c'est 500 personnes notamment. Pour vous, c'est insuffisant? Très insuffisant. Ils sont plus nombreux, les Ivoiriens sur place? Très nombreux. Est-ce que vous avez un répertoire des Ivoiriens qui vivent en Tunisie? Si oui, il s'élève à combien le nombre d'Ivoiriens qui vivent en Tunisie? Nous sommes presque 5000 Ivoiriens sur le territoire tunisien. Nous sommes presque 5000 Ivoiriens. Et l'ambassade a enrôlé presque
presque 800 Ivoiriens pendant l'enrôlement des élections passées. Mais en réalité, nous sommes presque 5000 Ivoiriens. Et voilà aujourd'hui, chers journalistes, une situation que je voulais aujourd'hui signaler. C'est qu'aujourd'hui, le passeport ivoirien est utilisé par tout le monde. C'est-à-dire? Aujourd'hui, quand vous arrivez en Tunisie, il y a beaucoup de nationalités que nous savons très bien. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien connaît son frère ivoirien. Mais comment vous connaissez? Est-ce que ça, c'est pas un jeu dangereux? Il a le passeport ivoirien et tu sais qu'il est, je ne vais pas donner le nom d'une nationalité, mais tu sais qu'il est de telle nationalité, il détient le passeport ivoirien. Allez-y aujourd'hui dans les prisons en Tunisie, et toutes les prisons sont remplies par des subsahariens, mais qui ont tous des passeports ivoiriens. Et s'il se trouve que ces subsahariens, comme vous les identifiez, aient été naturalisés ivoiriens, comment vous le savez? Avec le passeport, du moment qu'il a le passeport, il te dit qu'il est ivoirien. C'est bien ce que je vous dis. Donc vous ne pouvez pas préjuger qu'ils ne sont pas ivoiriens. Non, mais vous connaissez, vous, aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous partez, par exemple, dans un pays, que vous voyez votre frère ivoirien, en parlant avec lui, vous pouvez savoir qu'il est ivoirien? Non, ça ne justifie rien du tout. Non, ça ne justifie rien du tout. C'est une réalité que nous vivons. Vous avez quelqu'un qui vient, je dis, par exemple, de la Chine, moi, je connais qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a respecté les règles, qui s'est fait naturaliser, qui a le passeport ivoirien, il est ivoirien. On est bien d'accord? Non. Donc, si vous avez des analyses plus poussées qui prouvent effectivement qu'ils ne sont pas ivoiriens, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, c'est ce que nous avons. On ne peut pas se fier non, au faciès, le gars, tu parles avec lui, nous sommes des responsables communautaires, nous sommes toujours en face de la communauté. Le gars, tu vas dans un poste de police, il te dit « je suis ivoirien » et il a le passeport. Et tu dis « tu es de quel village? Tu es de quelle ville ?» Il ne peut même pas te donner le nom d'un village. Il ne peut même pas te dire de quelle ethnie il est. Mais monsieur, il a le passeport ivoirien. Monsieur, si vous allez en Tunisie, que vous faites 20 ans ou 30 ans en Tunisie, je ne connais pas les règles qui font qu'on est naturalisé tunisien, mais si vous finissez par être naturalisé, vous aurez le passeport tunisien. Ça ne veut pas dire pour autant que vous aurez un village en Tunisie. C'est un constat que nous faisons. Non, je vous apporte la réponse. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On peut être naturalisé, ne pas avoir un village dans un pays, mais ça ne fait pas de la personne non nationale. Bien sûr, mais quand la personne te dit comment est-ce qu'il a eu le passeport, déjà... Bon, voilà, à la limite, s'il y a des témoignages c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons. Qu'il y a eu de la fraude sur la nationalité, c'est autre chose. Voilà. Si vous le dites comme ça, on peut l'accepter. D'accord. Très bien. Alors, les compatriotes ivoiriens qui sont en Tunisie, qui souhaitent fuir cette situation dégradante, il nous revient d'informations de sources sûres que beaucoup ne souhaitent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y en a qui espèrent que la situation se calme et qu'ils puissent continuer leurs activités. Est-ce que vous avez le sentiment que cette situation qui allait de violence en violence peut se calmer? Non, cette situation ne peut pas se calmer parce que déjà, c'est un travail qui a été fait. Des gens... des responsables. Si aujourd'hui, je le dis encore, que le président de la République, le 21 passé, fait un discours qui aujourd'hui amène nos compatriotes à être pourchassés, c'est que si le numéro 1 de l'État prononce un tel discours, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Aujourd'hui, c'est que les gens déjà, ils ont déjà mûri cela dans la tête. Ils sont déjà, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils sont déjà gamés. Donc, quand ils voient la peau noire, quand ils voient quelqu'un qui a la peau noire, ils ne cherchent plus à savoir. Aujourd'hui, l'association des étudiants stagiaires africains en Tunisie, je dis, les étudiants ne vont plus à l'école. Ils ont arrêté carrément les cours. Vous avez vu le monsieur Bio Vamé, qui est le président des étudiants ivoiriens, qui a fait une interview sur France 24, qui disait qu'il y a l'insécurité, il n'arrive même plus à aller au cours. Donc, il ne s'agit plus de dire que cette situation va se calmer. De jour en jour, même aujourd'hui, quand je venais tout à l'heure à votre émission, j'ai reçu des coups de fil. Des gens sont aujourd'hui menacés. Et ça se passe beaucoup la nuit, parce que tout le monde dort. Ils viennent, ils cassent la porte, ils prennent l'argent, ils frappent, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de suite. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est une situation qui va durer. Donc, je conseille à nos compatriotes de quitter le pays. Et beaucoup sont en train de se faire enrouler. Donc, on espère que... les choses vont se passer le plus vite possible pour que nos compatriotes quittent. Mais, en réalité, comme ce que vous venez de dire, il y a toujours des personnes qui peuvent faire le contraire. Donc, nous avons des compatriotes qui vont rester sur le territoire. C'est pour cela que nous allons discuter avec notre État, le gouvernement ivoirien, pour que nos autorités diplomatiques des affaires étrangères, et d'ailleurs, je salue Madame la ministre, puissent vraiment mettre en place une discussion avec l'État tunisien pour protéger nos étudiants qui vont rester, parce qu'il y a des personnes qui vont rester sur le territoire,
qui ne vont pas venir maintenant. Et il faut les protéger. Parce que tant que la peau noire est dans les rues, ils vont toujours les agresser. Mais ce n'est pas pourtant qu'il ne va plus avoir d'étudiants en Tunisie. Donc nous avons demandé à notre État de vraiment essayer de discuter avec l'État tunisien pour qu'il puisse avoir une sécurité de ces personnes qui vont rester. D'accord. Dans les éléments de langage, je souhaite qu'on ait une clarification. Bien sûr. Le président Kais Saïd parlait de subsahariens. D'accord. Vous dites peau noire. Est-ce que des Africains de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Est, qui ne sont pas forcément des subsahariens, connaissent les mêmes déboires que les subsahariens en ce moment? Ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous dire ce que je ne sais pas. Moi, en tant que président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, responsable de la Fondation Ivoirienne des droits de l'homme, ce que je sais, c'est que la peau noire a un souci en Tunisie. Qu'on soit subsaharien ou pas? Qu'on soit subsaharien, la peau noire. Même, il y a un Tunisien parce qu'il y a des Tunisiens qui ont la peau noire aussi. Il y a un Tunisien, je crois, à Gabès, ou dans quelle ville là, qui a été arrêté par la police. Il a été arrêté par la police et c'est au dernier moment qu'ils ont su qu'il était Tunisien. Il a été relâché. Parce que quand ils l'ont vu, du moment qu'il a la peau noire, tout de suite ils l'ont arrêté. Ça circulait sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc c'est la peau noire qui a le souci en Tunisie. La peau noire. Et aujourd'hui, il y a des abus de pouvoir. Des non-compatriotes travaillent, ils ne sont pas payés. Nos compatriotes sont refusés aujourd'hui dans les lieux de travail. J'ai même vu des vidéos, nous avons des compatriotes qui sont allés, qui ont été chassés comme des animaux par des propriétaires de maisons dans les lieux de travail. Parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et même moi-même, à l'aéroport, avant-hier, quand je venais, j'ai voulu faire un retrait. Il y a une sœur sa sœur qui a envoyé de l'argent pour pouvoir se défendre un peu. Ils m'ont demandé la carte de séjour à l'aéroport pour pouvoir retirer de l'argent. Imaginez quelqu'un, sur 1000 Ivoiriens, il n'y a que seulement que 5 qui ont la carte de séjour. Mais comment est-ce que les autres peuvent recevoir de l'argent des parents pour pouvoir... Avant ces incidents, avoir la carte de séjour en Tunisie, c'était la croix et la bannière ou c'est un document facilement accessible? Non, la carte de séjour en Tunisie, on peut dire, entre guillemets, c'est carrément... C'est difficile. C'est difficile. Sur 100 Ivoiriens, sur 100 subsahariens, il n'y a que 5 qui peuvent avoir la carte de séjour. Je suis sur un plateau, je le dis. Et même souvent, nous faisons des dépôts et on nous donne des provisoires, la carte de séjour ne sort pas. Et si aujourd'hui en Tunisie, la situation de la carte de séjour, c'est pour ça que j'interpelle nos États, qui discutent réellement avec l'État tunisien. Si la situation de la carte de séjour se règle, il ne pourrait plus avoir de problème. Parce que c'est aujourd'hui à cause de la carte de séjour, nos compatriotes se donnent à la Méditerranée. Nous avons presque 50 décès par semaine dans les eaux. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a fait 2 ans, 3 ans, qui doit payer 20 000 francs par mois, et les 20 000 francs que tu payes, par exemple, comme pénalité par mois, tu ne les payes pas sur le champ. C'est le jour que tu dois sortir du pays que tu dois payer ces 20 000 francs. Si tu as fait 5 ans, 5 ans fois 20 000 francs par mois, ça fait combien? Est-ce que tu as la liquidité sur toi? Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 2 ans, 3 ans en Tunisie, 4 ans, au lieu de revenir au pays, il préfère se donner à la Méditerranée. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que la Tunisie devient une prison à ciel ouvert pour les subsahariens. Justement, c'est quoi votre histoire avec la Tunisie? À quel moment vous décidez d'y aller et pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller là. C'est pas empêché, on a besoin de savoir votre histoire. Oui, c'est toujours, vous savez, il y a toujours des gens qui font... Dans le cadre des études, dans le cadre D'abord, professionnel. la Tunisie, c'est un pays où les subsahariens vont beaucoup pour les études. Et deuxièmement, il y a le rêve aussi. Il y a des personnes qui font rêver aussi certaines personnes pour dire non, tu peux venir en Tunisie, tu vas t'en sortir, tu peux travailler, tout ça. Donc aujourd'hui, voilà un peu ce qui amène aujourd'hui nos compatriotes là-bas. Vous voyez, on les fait rêver, il y a tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, voici un peu ce qui pousse les gens. Et quand ils arrivent, en même temps qu'ils n'ont pas eu de bonnes informations, et quand ils arrivent sur le territoire, ils n'ont que 3 mois. Bon, tu es avec un tuteur qui n'a pas la carte de séjour. Et lui, il va te dire, non, la carte de séjour ici, quand tu t'inscris, tu ne peux pas avoir la carte de séjour. Donc, du coup, lui-même, le tuteur, il te décourage à faire les papiers. Et en réalité, quand tu déposes les papiers ne sortent pas. Donc, du coup, le tuteur est dans une pénalité. Celui qui vient d'arriver est dans une pénalité. La seule option que vous pouvez avoir, c'est de prendre la Méditerranée. Voilà aujourd'hui comment nous enregistrons des morts. Vous voyez? Donc, oui, allez-y, monsieur. Le gouvernement ivoirien a prévu d'ouvrir une série de voyages pour amener nos frères, nos compatriotes ivoiriens en Tunisie. Il me semble qu'en ce début de week-end, les premiers avions se rendront en Tunisie pour amener. Le premier chiffre qui est annoncé, c'est de ramener d'abord 500 Ivoiriens.
Si vous devriez leur lancer un appel à tous ces Ivoiriens qui vous suivent, ils sont nombreux, je le vois sur les réseaux sociaux de cette émission de la télévision. Si vous devriez leur lancer un message, ce serait quoi pour ceux qui hésitent encore? D'abord, c'est de leur rassurer toute la communauté ivoirienne en Tunisie. Et ils savent qui est Angel Soka. Je suis venu, j'ai eu pas mal de rencontres déjà, et je leur confirme que notre État, notre gouvernement est disponible à nous, vraiment à nous aider. À nous aider, et à travers aussi l'ambassade. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que, en même temps qu'ils viennent, il faut que nous préparons aussi le retour. Et c'est ce que nous sommes en train de proposer à l'État. Sinon, en réalité, les avions vont venir. Et les 500 personnes déjà, vous avez vu déjà... Déjà été recensés? Il y a plus de 500 personnes, nous sommes déjà à 1500 personnes. Donc, toutes ces personnes-là, nous sommes en train de soumettre le dossier à l'État pour que, au lieu de 500 personnes maintenant, je pense qu'après les 500 personnes, il faut que l'État continue de rapatrier ces personnes-là. Et en même temps aussi, essayer de pouvoir les réinsérer un peu par rapport à ce qu'ils savent faire. Donc déjà, je salue déjà les associations communautaires. Je salue déjà le président de l'Union des Ivoiriens que je suis, toute l'équipe, et l'ACIVAT, qui est aussi une association ivoirienne, le président Bédel Niabli. Je salue aussi le président de l'AIT, qui aussi... Donc aujourd'hui, nous constatons qu'en Tunisie, toutes ces associations communautaires sont en train de se mettre en place pour recenser et travailler avec l'ambassade, pour pouvoir mettre en place des listes de données en fonction de ce que nous savons faire, de ce que l'Ivoirien sait faire, dans quel domaine il peut exercer, et nous allons soumettre tout cela à l'État ivoirien pour que nous puissions... Et en même temps, ce que je vais souligner, c'est qu'à travers cette crise-là, il faut revoir le cas des pays maghrébiens. C'est-à-dire? L'État ivoirien... Il faut appliquer la réciprocité, c'est ce que vous entendez? Non, la Côte d'Ivoire, je le dis toujours, et j'étais en train de parler avec un ami tunisien, que la Côte d'Ivoire est à un niveau très élevé. La Côte d'Ivoire est une puissance économique. Nous ne pouvons pas rester là pour dire non, on va faire les mêmes choses. Non, nous ne sommes plus à ce niveau. Je dis aux Ivoiriens de venir, parce que notre pays a les moyens de nous recevoir. Vous comprenez? Et qu'ils viennent, organisés, ils vont être aidés. C'est tout. On ne va pas dire aux gens de venir, de faire des marches, non. Ça, c'est des trucs, non. Est-ce que vous avez des propositions à l'endroit du gouvernement ivoirien quant à tous ces étudiants qui, au cours de l'année scolaire et estudiantine, ont dû arrêter les cours et qui vont rentrer à Abidjan? Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens? Vous qui parlez avec eux, vous qui échangez avec eux, vous qui êtes au parfum de leur réalité quotidienne? Oui, les propositions, nous leur disons toujours que, présentement, nous avons des blessés. Déjà, tout à l'heure, j'ai échangé avec le comité de crise qui a été installé, de toutes les associations. Nous avons déjà 300 personnes qui sont expulsées de leur maison. Nous avons 21 personnes blessées, des blessés graves qui sont dans les hôpitaux présentement. Nous avons... Est-ce que leur pronostic vital est engagé? Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu, il y a M. Hassan Aya qui avait pris en compte un Ivoirien qui a été jeté du 3e étage par son propriétaire, le bailleur de la maison. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il est décédé. Donc nous avons des gens qui sont gravement blessés, qui sont dans les hôpitaux. Et nous remercions déjà l'ambassade parce qu'on vient de me signaler que l'ambassade a pris presque 100 personnes en charge qui n'ont pas de dortoir. Donc nous avons 300 personnes aujourd'hui. Et dans les villes de Sfax et de Nabel et Djerba, tout ça, nous avons presque 400 personnes qui sont sans abri aujourd'hui. Et la situation, c'est ceux qui sont plutôt plus à l'intérieur du pays, qui ne peuvent pas venir à Tunis pour se faire enregistrer. Quelle organisation vous avez mis en place pour justement permettre à ces derniers, là, soit d'être en sécurité, soit de pouvoir rallier, ne serait-ce que l'ambassade, oui, pour un début de prise en charge? Oui, nous avons mis en place déjà un comité de crise qui travaille, qui est en contact avec nos compatriotes. Quand ils ont des problèmes, nous partons vers eux. Et déjà, il y a un travail qui se fait bien. Et déjà, chaque matin, nous avons une équipe qui s'installe à l'ambassade de Côte d'Ivoire et qui recense ces personnes-là. Donc, il y a le recensement de l'ambassade et il y a le recensement de la cellule de crise des associations qui a été installée. Vous voyez, donc, et tout ça pour avoir des bases de données et pour pouvoir faire face à cette situation. Et je le dis encore, que la situation est très catastrophique en Tunisie. Il y a des leaders qui sont arrêtés. Il y a des personnes, plus de 500 personnes qui sont aujourd'hui arrêtées, qui sont en prison, qui sont dans les prisons de Ouadia, et qui ont été déjà jugées et qui sont là-bas, qui sont bloquées parce qu'on leur demande de payer leur billet d'avion pour rentrer, qui ne peuvent pas sortir de ces maisons, de ces prisons pour aller se faire enrôler. La situation est très grave en Tunisie.
Alors, avant de mettre un terme à cet entretien, aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous serez du voyage pour pour faciliter les modalités au gouvernement ivoirien, évidemment, qui compte faire revenir les citoyens ivoiriens dans le pays? Si oui, est-ce qu'il y a des consignes particulières? Parce qu'il y en a qui nous suivent en ce moment, qui sont en situation de clandestinité. C'est quoi l'ultime recours? Nous leur demandons de venir à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des numéros verts. Mais comment faire quand on dit que même sur le chemin pour se rendre à l'ambassade, ils sont victimes de violences? C'est ça la question présentement. C'est pour cela que nous sommes en train de discuter avec l'ambassade. Parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ils sont à l'intérieur, ils sont bloqués. Vous voyez? Même quand on communique avec eux, on leur dit de venir du côté de l'ambassade, mais ils ne peuvent pas venir, ils sont bloqués dans les maisons, ils sont bloqués dans les champs d'olives. Donc il faut que l'État, nos États, il faut que nos gouvernements, il faut que l'Union africaine, il faut que des décisions, il faut que les États prennent des décisions vis-à-vis de la Tunisie. Parce que quand on dit à quelqu'un d'aller chez lui et qu'on l'empêche d'aller se faire enrôler pour aller chez lui, c'est difficile, c'est très grave. Donc aujourd'hui, nous acceptons de rentrer chez nous, mais laissez-nous venir à l'ambassade pour se faire enrôler. Aujourd'hui, les gens sont dans les champs d'olives. Est-ce qu'il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui ne sont pas forcément arrimées à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique subsaharienne, qui prennent fait et cause pour vous? Là, je vais tout à l'heure vous rassurer quelque chose, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu une information quand je venais tout à l'heure. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui sont allées faire des dons dans la ville d'Espace, qui ont été arrêtées. Tunisiens, des organisations de défense des droits de l'homme tunisiens qui ont été arrêtées. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les organisations de défense des droits de l'homme même sont empêchées de pouvoir défendre ces personnes qui sont en difficulté. Donc il faut revoir cela. Il faut que dans l'immédiat, les États, l'Union africaine essaient de discuter réellement avec la Tunisie. Le problème de la carte de séjour. Il faut que la Tunisie essaie de faciliter les subsahariens, les étrangers, pour avoir la carte de séjour. S'il y a la carte de séjour, pour quelqu'un qui arrive en Tunisie, il se met en règle. Aujourd'hui, regardez le Maroc. Ils ont la carte de séjour facilement. Donc, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de truc. Parce que quelqu'un qui vient dans le pays, il est contrôlé, on arrive à les recenser. Parce que si on ne permettait pas à quelqu'un de venir au poste de police pour avoir une carte de séjour, mais comment vous pouvez l'identifier? Aussi, il y a la facilité d'avoir la carte de séjour. Regardez aujourd'hui en Tunisie, il est carrément interdit d'envoyer de l'argent aux parents. Tu ne peux pas recevoir de l'argent et aujourd'hui on nous parle de la carte de séjour pour recevoir encore. Donc je suis en train de dire que je ne suis pas venu mettre de l'huile sur le feu, mais je suis venu dire à mon pays, aux autorités de mon pays, que la situation en Tunisie, c'est une situation qui est grave. Il faut que l'État ivoirien essaie de revoir vraiment, de parler réellement avec l'État tunisien. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, nos ambassades. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire non, les ambassades ne travaillent pas. En réalité, les ambassades sont bloquées sur certains points. Aujourd'hui, en Tunisie, laissez-moi vous dire qu'il est reconnu le statut de l'étudiant seulement. Donc, le statut du migrant qui vient en Tunisie pour travailler n'est pas reconnu. Donc, l'ambassade n'a pas cette capacité de pouvoir défendre quelqu'un qui allait se chercher. L'ambassade peut défendre dans un poste de police quelqu'un qui a la carte de séjour qui est étudiant. Donc, s'il y a 1000 Ivoiriens et qu'il y a 5 étudiants, l'ambassade est disponible pour aider partout l'étudiant parce que c'est le droit de l'étudiant qui est reconnu en Tunisie. Le droit du migrant n'est pas reconnu. Donc, du coup, il y a les abus de pouvoir. Quand le patron te blesse, ou bien quand tu as un problème et que le patron il s'est dit que tu n'as pas de papier, il fait ce qu'il veut. Donc, il faut que l'État tunisien essaie de revoir la situation sur le problème de la carte de séjour. S'il y a une solution au niveau de la carte de séjour, je pense qu'on ne peut pas arriver à ces problèmes-là. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, c'était qui votre interlocuteur au niveau gouvernemental en Tunisie? Comme d'habitude, c'est les postes de police. C'est les postes de police. Vous étiez au moins une association reconnue en Tunisie? Bien sûr, moi j'ai un bureau en Tunisie. Nous avons le bureau de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Vous n'aviez aucun interlocuteur dans le gouvernement? Non, comme d'habitude, nous travaillons avec l'ambassade. Nous travaillons avec l'ambassade. Et aujourd'hui, le problème, c'est que même quand on nous donne des documents au niveau des associations,
nous avons les récépissés, mais on ne nous donne pas tous les documents pour qu'on puisse avoir des droits. Vous voyez? Donc, c'est vraiment difficile, la situation en Tunisie. Très bien. Voilà. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question nous vient de Yapi Edouard qui dit « Il semble que nombreux parmi les ressortissants ivoiriens en Tunisie n'ont pas pu prouver leur identité ivoirienne. Quand savez-vous? Vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Il y en a beaucoup de ressortissants, en tout cas, en Tunisie, qui n'ont pas pu prouver leur identité ivoirienne. Qu'est-ce que vous en savez? Mais est-ce que M. Yapi il est en Tunisie? On ne peut pas lui demander, c'est un internaute qui a posé cette question. Que vous inspire cette question? Si vous n'avez pas de réponse, on passe. Oui, mais les Ivoiriens qui sont en Tunisie, ils ont des documents. Ils ont des documents. Bon, par contre, comme il y a... Peut-être il fait allusion à ceux dont vous parliez. Vous disiez, il y en a qui ont fraudé la nationalité ivoirienne, oui, qui ont le passeport ivoirien. Voilà, peut-être que c'est à ceux-là qui fait allusion. Très bien, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de venir se faire enrôler, mais ce n'est pas seulement le passeport. Quand tu viens à l'ambassade, il faut un autre document où il y a ta photo qui prouve que tu es ivoirien. Voilà comment d'autres sont bloqués aujourd'hui. Malgré qu'ils ont des passeports, ils ne peuvent pas venir à l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un autre document qui prouve qu'il est ivoirien. Il n'a pas le certificat de nationalité, il n'a pas l'attestation. Et c'est en ce moment-là que nous, en tant que leaders, nous constatons qu'on a des gens qui ont des passeports ivoiriens, mais qui ne peuvent pas venir se faire enrôler. Pourtant, ils sont en difficulté. Donc, vous me comprenez maintenant? Très bien. Prochaine question. La prochaine question nous dit pour vous, que faut-il faire pour secourir ceux qui sont pris au piège dans les villes de l'intérieur de la Tunisie? Malik Souleymane Traoré. Ce que nous pouvons faire, c'est que l'ambassade de Côte d'Ivoire doit rapidement, à travers notre gouvernement, discuter avec l'État tunisien. Urgemment. J'imagine que ces discussions ont commencé ou pas du tout? Oui, le lundi, j'étais avec l'ambassadeur qui nous a dit qu'il était en train de... Les ambassadeurs étaient en pleine discussion avec le ministère des Affaires étrangères. Mais il faut que ça soit très intense, il faut que ça soit très rapide, il faut que ça soit vraiment très sérieux, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de rentrer chez eux et les empêcher de venir se faire enrôler. Donc, nous sommes un État, il y a l'Union africaine, il faut interpeller les organisations de défense des droits de l'homme, il faut interpeller l'ONU, il faut interpeller tout ce qui est nécessaire pour que l'État tunisien facilite la tâche aux subsahariens de pouvoir se faire enrôler pour quitter le pays immédiatement. Et protéger aussi ceux qui sont sur le territoire. Parce qu'il y a des personnes qui vont aussi rester. Ce que vous dites, c'est que les subsahariens, suite à toutes ces violences, veulent rentrer chez eux, mais il faut leur permettre de rentrer chez eux. Bien sûr. En les laissant aller se faire enrôler dans bien sûr. les chancelleries de leur pays installés sur place. Prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, c'est Marie-Christelle qui nous dit « Est-ce qu'il y a des cas de mariage entre des subsahariens et des Tunisiens? Comment ces cas sont-ils gérés dans la présente situation ?» Ça sera encore... Permettez-moi de sourire un peu. Ça sera très difficile aussi pour ses compatriotes parce que marier une Tunisienne, ce n'est pas aussi facile de sortir du pays après avoir marié une Tunisienne. Parce que là-bas aussi, vous savez que c'est un pays islamique. Donc, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Et quand tu finis de marier une Tunisienne, il faut assumer. Et tu ne peux pas la laisser là comme ça. Donc, nos compatriotes qui ont marié ces sœurs-là, ces filles, j'imagine un peu... peut-être qu'il y aura une loi qui va aussi plus les protéger. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, ce que je n'ai pas souligné, c'est qu'on a nos enfants qui sont nés en Tunisie, qui ne comprennent pas l'arabe, qui ont même fait des crèches. Nos sœurs ont fait des crèches pour pouvoir éduquer, encadrer. Mais aujourd'hui, nous avons un Ivoirien qui a été arrêté avec sa femme et ses enfants parce qu'il avait une crèche où il apprenait les enfants à lire et écrire, du CP1 jusqu'au CM1. Mais ce compatriote-là, aujourd'hui, est en prison. Ça fait presque un mois qu'il est en prison aujourd'hui parce qu'il avait une crèche. Il avait une crèche. J'imagine un peu sa galère parce qu'aujourd'hui, sa femme est arrêtée. Ses 3 enfants on ne sait même pas où ils sont. Et lui-même, il est arrêté parce qu'il avait seulement une crèche où il apprenait à lire et à écrire nos compatriotes, nos enfants. Parce que nous avons les enfants sur le territoire, qui ont les extraits de naissance, qui ont d'ailleurs même, dans la loi, qui ont d'ailleurs même des avantages. Mais on ne connaît même pas ces avantages. Parce que quand tu réclames ces avantages, tu te mets le doigt dans l'œil. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est une autre situation. Donc j'imagine un peu ceux qui se sont engagés pour le mariage là-bas, j'imagine un peu ce qu'ils vont vivre après. Nous sommes au terme de cet entretien.
un dernier appel que vous lancez à tous nos compatriotes qui vivent en Tunisie? D'accord. Je voudrais d'abord dire que demain, vendredi, je le disais que je suis de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi au président fondateur Boga Sako-Jebe, qui aujourd'hui, depuis mon arrivée, qui m'aide à faciliter un peu les rencontres avec les autorités. Donc, le président fondateur a mis à ma disposition une salle qui est le siège de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme. Donc, demain, à partir de 10 h, je vais animer une conférence de presse pour expliquer encore devant les journalistes, parce que nous avons pas mal de journalistes qui nous contactent, et pour expliquer un peu la situation au niveau de la Tunisie et répondre encore aux questions pour pouvoir éclaircir certaines choses. Un appel donc, à tous vos compatriotes en Tunisie qui nous suivent en ce moment. Voilà, je dis à tous nos compatriotes que vraiment la communication, elle est très importante. Il faut se communiquer dans une telle crise. Il faut donner des vraies informations. Il faut croire aussi en Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et leur rassurer que nous sommes en train de travailler avec l'État ivoirien, avec l'ambassade, pour pouvoir, pouvoir soutenir ses compatriotes. Et leur dire que nous avons aussi écouté leur cri de cœur pour dire que 500 personnes, c'est insuffisant. Donc, nous sommes en train de dire à l'État ivoirien, à notre ministre des Affaires étrangères, à notre ambassadeur, au président de la République, que je salue de passage, que les 500 personnes, c'est bon, mais c'est très insuffisant. Il faut qu'ils essaient de revoir le nombre, parce que nous avons déjà 1500 Ivoiriens qui sont faits inscrits, qui veulent rentrer chez eux. Et le cas des Ivoiriens qui sont à l'intérieur, il faut qu'ils revoient le cas pour que ces personnes-là aussi rentrent au niveau de l'ambassade pour se faire enrôler. Et le cas des prisonniers, des gens qui souffrent dans les prisons, qui sont menottés, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Il faut revoir le cas. Parce que si tu es en prison, tu ne peux pas te faire enrôler pour venir au pays. Alors, chers Ivoiriens, vous devez croire en cette cellule de crise que nous avons mise en place, qui est chaque matin à l'ambassade. Faites-vous enrôler et dites ce que vous savez faire. Parce qu'ici, nous allons aussi préparer votre retour, discuter avec l'État ivoirien pour qu'on puisse vous insérer. Et la Côte d'Ivoire, j'ai confiance à mon pays, qui va aussi recevoir vraiment avec dignité. Et dire aussi aux sociétés tunisiennes qui sont présentement en Côte d'Ivoire que très bientôt, nous allons aller aussi vers eux. Parce que c'est vrai, il y a des Tunisiens qui crient, qui agressent, qui font des choses, mais ce n'est pas aussi tous les Tunisiens. Et nous, si nous avons aujourd'hui des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des sociétés, toutes ces personnes qui vont aussi venir, nous allons leur soumettre des dossiers pour pouvoir les insérer, parce que nous sommes habitués aussi à eux. Alors je salue tout le monde et je rassure encore nos compatriotes en Tunisie qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Ange-Christopher Seri-Soka, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Je ne fais que vous dire merci, parce que je suis très, très ravi et je suis très fier que j'ai répondu à toutes les questions et vous avez posé aussi des questions très pertinentes. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, d'être restés avec nous tout le long de cette émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans Réserve. Bon courage et bonne chance à tous nos compatriotes et tous les subsahariens qui vivent en Tunisie. Puissent-ils être sauvés de cette situation. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.